suite de l'émission, c'est sans autre forme de procès, le voyage dans les kiosques à journaux, mais également la foultitude de sites d'information qui nous ravitaillent en actualité et en information. Nous démarrons cette édition de la grande revue par la presse camerounaise en Afrique centrale avec le quotidien Mutation qui est en kiosque ce mardi encore et qui parle des associations, les sanctions de Noël. Le ministre de l'administration territoriale du Cameroun a suspendu 5 organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales pour des faits de financement illicite. On parle justement d'un argent venu de l'étranger qui est destiné à financer la déstabilisation du Cameroun à travers des actes de terrorisme ou alors d'incivisme qui sont portés ici et là. La contestation aussi se précise en période préélectorale et Mutation n'a pas loupé cette actualité qu'elle traite dans ses colonnes de ce matin en page 7 de sa parution, justement de ce 10 décembre 2024. Mutation, c'est aussi l'intelligence artificielle et le plaidoyer de Thierry Marchand. Mutation, c'est également, après les inondations, le cri du maillot d'Anaï dans l'extrême nord Cameroun. Cette partie du pays a précisément été touchée par des inondations récemment qu'on attribue aux effets des changements climatiques. Les populations sinistrées crient à l'aide et justement une aide du chef de l'État et du gouvernement encore insuffisante pour couvrir tous leurs besoins essentiels du quotidien. C'est à lire dans le quotidien Mutation de ce 10 décembre 2024. Un quotidien pouvant en cacher un autre. Voici dans cette grande revue le quotidien Le Jour qui parle de la suspension du RESAC, le réseau des droits des hommes d'Afrique centrale, l'association que préside justement Maximilien Ngombe, Redac et autres à Tangandji, ouvre un nouveau front à Douala. C'est pour parler précisément de cette suspension décidée par le ministre de l'administration territoriale du Cameroun qui croit disposer d'éléments que nous n'avons pas mais qui lui permettent justement de juger le caractère illégal du financement de ces associations-là au Cameroun pour leurs activités, surtout par ce contexte d'année préélectorale. Le quotidien Le Jour en parle donc dans sa grande une de ce matin. Après le quotidien Le Jour, on va rester au Cameroun avec le quotidien Cameroun Tribune qui parle du ciment de construction et la nouvelle baisse des prix, des décisions, une décision justement qui a été animée par le dialogue social porté justement par les autorités camerounaises, notamment le ministère en charge du commerce et les associations ou alors les entreprises qui produisent le ciment de construction au Cameroun pour une baisse qui finalement peut s'estimer et s'évaluer à 100 francs, voire 150 francs par sac de ciment. Une baisse qui fera sûrement peut-être une bouffée d'oxygène pour les constructeurs, même si pour certains, elle est encore insuffisante et loin de couvrir les aspirations justement portées par l'inflation du prix du ciment et des matériaux de construction au Cameroun. En tout cas, Cameroun Tribune se félicite de cette nouvelle baisse des prix de ciment. Après Cameroun Tribune et toujours dans la presse camerounaise, on va rester dans l'économie avec le quotidien de l'économie qui parle de la filière banane en grande une. Régime en baisse de 3 places. La production du Cameroun se situe à environ justement 5495 tonnes. Le classement mondial justement des grands exportateurs de la banane en 2023 vous est proposé à lire dans les colonne du quotidien de l'économie, parution de ce 10 décembre 2024. Le Cameroun, dont la banane reste quand même très prisée sur le plan international pour sa qualité justement, une qualité qui ne fait l'objet d'aucune polémique ou d'aucune discussion, même si au niveau de la quantité de sa production, justement, comme on peut le voir avec le quotidien de l'économie, le Cameroun a reculé et perdu 3 places dans le classement mondial. Quittons la banane.
la savoureuse banane du Cameroun qui nous fait saliver sur ce plateau aussi pour parler du coût de la vie avec la voix du centre. La vie sera encore plus chère en 2025. Le titre informatif, il est déclaratif surtout et il fait la une de la grande de l'hebdomadaire justement, la voix du centre qui est en kiosque ce matin et qui a choisi comme photo d'illustration la photo du président de la République du Cameroun, qui semble donc justement corroborer le fait que c'est le président qui assume le fait que la vie sera encore plus chère en 2025 au Cameroun, un peu comme pour dire aussi qu'on est déjà dans les préludes de l'adresse annuelle, de l'adresse de fin d'année du président Paul Biya à la nation, attendue justement le 31 décembre 2024, sous justement les annonces et les oripeaux des tendances et des indicateurs de l'inflation, inflation qu'on peut déjà percevoir dans le budget de l'année pour l'année 2025, le budget qui a donc été voté et adopté à l'Assemblée nationale, comme nous l'apprend le prochain tabloïd dans cette édition de la Grande Revue. Il s'agit donc, après la voix du centre de quotidien, Le Messager qui parle de l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso, Emmanuel Noël Bissaï qui sauve les femmes séquestrées. Emmanuel Noël Bissaï qu'on présente dans les colonnes du quotidien Le Messager comme homme politique et surtout un homme d'affaires, un opérateur économique camerounais. C'est lui le promoteur de la Renaprov Finance SA. C'est une banque, une microfinance qui exerce ses activités au Cameroun depuis 1996. Emmanuel Noël Bissaï, le promoteur de Renaprov Finance donc, qui est également promoteur de médias et de Royal FM, une FM qui est basée à Yaoundé au Cameroun, qui est donc celui qui a payé, qui a tiré justement, qui a cassé la tirelire pour payer l'enveloppe et l'ardoise de ces femmes séquestrées par l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso, des dizaines de femmes qui étaient retenues là-bas parce qu'elles étaient incapables, indigentes qu'elles sont, de payer leurs frais d'hospitalisation, leurs frais d'accouchement, leurs frais d'internement de leur nouveau-né. Et le pasteur Emmanuel Noël Bissaï, par ailleurs homme d'affaires donc, qui a décidé d'arrêter le supplice de ces femmes-là pour justement les permettre de retourner à la maison, parfois avec leurs bambins, retrouver leur famille. L'information est relayée par le quotidien Le Messager qui apprend que l'homme politique qui justement célèbre à l'élan de cœur du promouvoir justement de la promoteur de la Masso a volé au secours de ces dizaines de femmes détenues et séquestrées par l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso, un hôpital qui vient d'accueillir son nouveau directeur général en remplacement de son prédécesseur jugé par ses collaborateurs comme étant quelqu'un d'exécrable et très mauvais manager justement, et l'annonce de la libération de ces femmes a été faite justement à l'occasion de l'installation du tout nouveau top management de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso, pour lequel on va souhaiter qu'il ne tombe pas dans les travers du précédent top management. Après le quotidien Le Messager, voici dans cette édition de la Grande Revue Alpha Echo qui nous parle de la loi de finances 2025 qui a donc été adoptée par le Parlement camerounais, notamment à l'Assemblée nationale, avec en photo d'illustration le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui a donc défendu cette enveloppe budgétaire du Cameroun pour l'année 2025 estimée à 7 317 et un peu plus d'ailleurs, 2 milliards de francs CFA pour soutenir l'ambition de développement et de croissance économique d'un pays qui va également abriter son élection, qui va tenir, si tout se passe bien, son élection présidentielle en fin d'année 2025. En tout cas, l'information est à lire dans Alpha Echo, un journal qui se dédie au traitement de l'actualité économique au Cameroun. Après Alpha Echo, descendons au Gabon, mais on reste dans la sous-région Afrique centrale justement avec le site d'information de Libreville, Gabon Review, qui nous parle d'élections en 2025 au Gabon. La société
civile entend bien jouer son rôle, elle qui s'exprime donc au lendemain de la tenue du référendum constitutionnel au Gabon, qui a donc adopté et donné justement à ce pays, petit pays d'Afrique centrale par sa superficie, mais très riche par ses ressources naturelles et ses ressources du sous-sol, une nouvelle constitution qui doit permettre au pays de Brice-Clotaire Oligui Nguema d'engager et de commencer l'écriture de nouvelles pages de son histoire, et la société civile qui s'implique et entend prendre sa part de responsabilité dans la tenue d'un scrutin présidentiel qu'on veut transparent, démocratique au Gabon, pour permettre justement que la voix des Gabons et le vote de ces derniers ne soient plus caporalisés ni volés comme au courant des dernières élections, la dernière d'ailleurs de 2023, qui a justement suscité le coup de force, le coup d'état de Brice-Clotaire Oligui Nguema et de ses camarades de la transition, une société civile donc qui s'exprime dans les colonnes de sites internet de Libreville. Gabon Review. Gabon Review avec qui nous restons pour parler d'une autre actualité, elle est toujours relative au Gabon et aux élections. À quand la modernisation des élections? On imagine que justement l'élection présidentielle attendue en 2025 au Gabon est justement le prétexte de cet article analyse qui s'interroge sur le système électoral gabonais et des réformes qu'on doit lui apporter, des réformes censées le moderniser. L'article est proposé à la lecture de ses lecteurs par Gabon Review, le site d'information de Libreville. Ça, on l'a déjà dit. Quittons l'Afrique centrale avec le Gabon et envolons-nous vers une autre destination, c'est en Afrique de l'Ouest, avec le sommet annoncé de la CEDEAO pour entériner le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vont se réunir le 15 décembre prochain à Abuja, capitale du Nigeria, afin d'entériner donc, comme si une autre issue était encore possible, le retrait annoncé et qui va donc devenir définitif de ces trois pays qui ont donc constitué et qui se regroupe désormais dans la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui jusqu'à dernière nouvelle n'entendent pas revenir sur leur décision de quitter la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, une communauté des États de l'Afrique de l'Ouest jugée caporalisé, NFO par la France notamment, et qui poursuit à travers elle son projet de néocolonisation, une CEDEAO qui a cessé d'écouter, de travailler au service de l'intérêt de ses peuples, comme dénoncé par les trois pays qui le quittent actuellement, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, une CEDEAO que le Sénégal, par la voix de son exécutif, appelle à être réformé. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui dans une autre tribune donc s'est exprimé et souhaite justement des réformes profondes à la CEDEAO pour qu'elle réponde un peu plus aux aspirations du peuple. En tout cas, Russia Today, le site d'information proche du Kremlin, vous propose justement de planter le décor de ce sommet de la CEDEAO annoncé le 15 décembre prochain pour entériner le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui ont choisi de faire non pas cavalier seul, mais cavalier ensemble en dehors de la CEDEAO, mais cette fois au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, réunis désormais en confédération. Quittons la CEDEAO et Russia Today, mais restons dans la CEDEAO avec le premier ministre malien Abdoulaye Maïga qui s'exprime en déclaration forte: quitter la CEDEAO ne revient pas à changer de passeport comme on change de veste. Le premier ministre malien Abdoulaye Maïga s'est prononcé sur la mise en place d'un nouveau passeport, le passeport de l'AES. Il estime que c'est un chantier qui est en cours et que cela ne se fait pas du jour au lendemain. Abdoulaye Maïga, repris par le site d'information Afrique sur 7, qui justement vous propose de tout savoir sur cette actualité dans ses colonnes. Restons avec Afrique sur 7 pour parler de toute autre chose à présent, mais cette fois justement pas Afrique sur 7, mais avec Spoutnik, qui parle de l'Afrique, qui cherche à obtenir des conditions d'accès
au crédit plus favorable au sein du G20. Cette initiative sera réalisée par la réduction du coût du service du capital emprunté, a déclaré le ministre des Relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud lors justement d'assises qui se tiennent à Johannesburg, en Afrique du Sud, justement, dans la perspective justement pour le continent africain et la nation arc-en-ciel qui siège donc désormais au sein du G20, d'obtenir des conditions et des perspectives d'accès au crédit qui soient plus favorables justement au continent africain. L'information est relayée par Sputnik que nous quittons pour nous intéresser à la Russie et ses relations avec le continent africain et Vladimir Poutine qui annonce la création d'un fonds spécial à destination de l'Afrique afin de financer des projets de développement. C'est parfois ce qui a manqué aussi dans l'ancienne coopération, alors dans les anciennes coopérations entre l'Afrique, les pays du continent africain et différents partenaires. Un fonds spécial qui pourrait financer le projet déjà engagé de ce corridor qui va justement du Congo-Brazzaville vers Bangui en République centrafricaine. Vladimir Poutine, en tout cas, veut mettre à la disposition des Africains de l'argent frais à des conditions intéressantes, des conditions d'intérêt qui puissent permettre au continent africain de ne pas s'étrangler par les mécanismes de financement de ses anciens partenaires financiers, les institutions de Bretton Woods en premier. Le fonds spécial annoncé par Vladimir Poutine est donc en gestation. Il verra le jour dans les jours à venir. Crois savoir, Afrique sur 7, le site d'information. On va rester dans cette édition de la grande revue avec Jeune Afrique qui parle de l'armée française du Sénégal, les dessous de l'annonce de Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État a demandé dans un entretien à plusieurs médias le départ des derniers soldats français sur le territoire sénégalais. 400 ou un peu plus, 500 soldats français par là qui doivent partir, mais Jeune Afrique croit avoir découvert les coulisses, les non-dits de cette demande de départ du président sénégalais qui ne procède pas seulement de l'envie justement pour les opinions publiques africaines de voir la France bouter hors de leur territoire, mais davantage d'autres projets qui se trameraient dans les dessous de cette présence militaire et qui n'ont jamais été dévoilés, qui n'ont jamais fait l'objet de communication. L'article que Jeune Afrique réserve à ses abonnés est à lire sur sa plateforme numérique, mais également dans sa version magazine. On va quitter Jeune Afrique, mais pour revenir avec Russia Today, qui s'intéresse à l'actualité ou alors aux suites de la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie et les pays européens qui commencent déjà à suspendre l'examen des demandes d'asile des Syriens sur leur territoire. L'Allemagne qui accueille sur le continent européen le plus grand contingent de Syriens entend d'ailleurs organiser des retours expéditifs, je ne vais pas dire punitifs, des retours en masse de ces Syriens-là vers leur pays. L'Allemagne n'est pas la seule. La France également l'a annoncé hier par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le ministre encore en poste, en attendant la nomination d'un nouveau chef de gouvernement et les altermoiements que traverse la France sur le plan politique actuellement. La France, l'Autriche, s'y est accolé, la Norvège et plein d'autres pays de l'espace Schengen qui veulent donc déjà mettre le coup de pied au cul de ces migrants syriens qui sont sur leur territoire actuellement. C'est à lire dans Russia Today qui justement s'intéresse à cette actualité. On va rester dans l'actualité au Proche-Orient, pas loin de la Syrie, cette fois justement avec le site d'information de Radio France Internationale qui parle de Syrie et des frappes massives israéliennes depuis lundi dernier dans la foulée de la chute de Bachar al-Assad. Ces frappes se sont poursuivies la nuit dernière, la nuit de lundi à mardi, des frappes justement de l'armée israélienne, Israël qui a donc détruit les principaux sites militaires de l'armée syrienne par des frappes en Syrie de l'aviation
israélienne sur place, notamment dans la région de Damas, la capitale. On était en état de forte, justement, explosion et qui ont donc été entendues hier et avant-hier tout au long, justement, de la nuit et même tout au long de la journée. L'armée israélienne qui frappe donc la Syrie dans ce moment difficile de son histoire politique. On va rester dans le Moyen-Orient, mais cette fois avec Israël et Benyamin Netanyahou qui ne se contentent pas d'avoir frappé la Syrie, mais qui réclament également les terres du Golan syrien, justement méprisant ainsi les termes de l'accord de 1974 sur la question. Mais cette une de Radio France Internationale nous ramène plutôt aux ennuis judiciaires de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui n'aura donc pas, malgré ses manœuvres durant ces 8 dernières années, qui n'est donc pas parvenu à faire taire ses poursuites judiciaires. Il est attendu à la barre pour la reprise de son procès pour corruption. Nous tendons la main de la paix à ceux qui le souhaitent, dit le Premier ministre israélien, ironiquement d'ailleurs, alors qu'il continue justement de mener et d'ouvrir des conflits ça et là autour de ses voisins. Alors, lors de sa première conférence de presse depuis plus de 3 mois, Benyamin Netanyahou, rapporte RFI, confirme des avancées vers un accord pour la libération d'otages par le Hamas. Il parle, toujours selon RFI, il parle également de son procès qui reprend ce mardi matin dans un sous-sol fortifié du tribunal de Tel Aviv où il est appelé à la barre par des témoins. Quittons l'actualité relative à ce retour à la barre de Benyamin Netanyahou et intéressons-nous effectivement à ce même Benyamin Netanyahou qui affirme que le Golan annexé appartient à Israël pour l'éternité, a-t-il souligné. Une déclaration qui a suscité la condamnation de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui dénonce donc la violation de l'accord de 1974, alors que les Syriens célébraient la chute du président Bachar al-Assad. Les avions israéliens et américains n'ont pas quitté le ciel de la Syrie. Plus de 100 frappes ont été menées ce lundi 9 décembre 2024 par Israël, aidé donc par des avions américains contre des sites militaires des forces du président, des forces armées syriennes, justement, faites par le narratif de RFI, forces armées de Bachar el-Assad. Le Premier ministre israélien affirme par ailleurs que le Golan occupé restera israélien pour toujours. Le Golan, justement, c'est une partie du territoire syrien occupé par Israël depuis des années. L'ONU ne peut que dénoncer la violation donc de l'accord de 1974. C'est avec cette une et cette information que nous mettons un terme à cette édition de la Grande Revue ce matin. Une édition encore fleuve, comme d'ailleurs très souvent nos grandes revues fleuves et nourries par les articles des différents confrères collectifs